savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. La Chine a signé l'accord de Paris aux Nations Unies en 2016 et a pour objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. La communauté internationale est particulièrement préoccupée par la manière dont la Chine remplit ses engagements. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Fourcade, président d'EDF Chine, pour nous livrer ses observations. Comment observez-vous l'attitude du gouvernement chinois par rapport à la transition écologique et sa stratégie dans ce sens ? La Chine, comme les autres pays du monde, est victime du changement climatique, mais c'est une responsabilité qui va même au-delà de la Chine, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la planète. Et cette conscience, le gouvernement chinois l'a évidemment complètement en tête. Juste un exemple, dès 2015, la Chine travaille la main dans la main avec la France pour la réussite des accords de Paris. Alors en Chine, il y a évidemment un sujet majeur qui est la question du charbon. Comment réduire les consommations de charbon. Le gouvernement chinois est déjà engagé en ce sens, avec, on va dire, une augmentation moins rapide des consommations de charbon que par le passé, mais il faut aller plus loin. Il faut, à un moment donné, réduire les consommations de charbon. C'est d'ailleurs ce qui est annoncé à travers le pic charbon de 2030. On pense que, comme en France, la complémentarité du nucléaire et du renouvelable est un des éléments de réponse pour vraiment réduire le charbon. En complément à ça, l'hydrogène va sans doute jouer un rôle très important puisqu'il est lui aussi très complémentaire des énergies renouvelables intermittentes. Et puis je pense qu'en Chine, d'ailleurs on l'a vu dans les conclusions du 20e congrès, la notion de charbon propre va se développer, c'est-à-dire le captage du CO2, l'utilisation du CO2. On est encore loin d'un déploiement industriel et économique de ces solutions-là, mais je pense que la Chine y travaille. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des conclusions du 20e congrès. Les villes, on sait que ce sont des contributeurs principaux à la consommation d'énergie et aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, les villes chinoises sont souvent de taille très grande. Donc, quelles sont vos méthodes et vos pratiques éprouvées permettant de faire des économies d'énergie dans des villes chinoises ? C'est une très bonne question. Dans un monde maintenant largement urbanisé, la place des villes pour décarboner l'économie est évidemment essentielle. Si je donne maintenant des exemples ici en Chine, qui se font sous la responsabilité d'EDF Chine, j'ai envie de donner trois types d'exemples. D'abord, alors c'est en lien avec le bâtiment, alors c'est plutôt pour les régions, pour les provinces du nord de la Chine, c'est le chauffage, évidemment. Donc le chauffage, on a développé des solutions bas carbone, notamment dans plusieurs villes du Henan, avec à la fois la récupération de chaleur fatale, avec aussi une cogénération biomasse qui permet à la fois de produire de la chaleur sans CO2 et aussi de soutenir le tissu agricole local. Et puis on a fait aussi de la géothermie, c'est-à-dire de l'exploitation vraiment des ressources très locales du territoire pour faire de la chaleur. Donc ça c'est pour la chaleur. On est aussi présent, ça concerne plus les provinces là, du sud de la Chine, sur la climatisation, donc la production de froid. Il est démontré que le froid, quand il est produit de manière centralisée, il est plus économe énergétiquement que la climatisation quand elle est produite par du matériel individuel. Parce qu'on arrive à développer des machines qui sont plus efficaces de 15 à 30% quand elles sont grandes que quand elles sont petites, si je dis les choses simplement. Donc on a développé 2 réseaux urbains de climatisation.
dans l'extrême sud de la Chine, dans la belle ville touristique de Sanya, sur l'île de Hainan, et puis également dans la capitale du Shandong, à Jinan. Et puis un troisième exemple qui est important en ville aussi, c'est l'éclairage public. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous sommes partenaires de la ville de Kunming, donc la capitale de la province du Yunnan. Donc on met de l'intelligence pour mieux piloter les consommations, par exemple pour moins éclairer en pleine nuit quand il y a un peu moins besoin de lumière et économiser autant d'énergie. Et on met aussi du matériel plus performant, notamment avec les LED comme on a ici, qui consomment beaucoup moins que les lampes à incandescence. Donc ça économise vraiment beaucoup d'énergie. Là, c'est en plusieurs dizaines de pourcents. Donc, comme vous avez évoqué, la Chine vise la neutralité carbone d'ici moins de 40 ans. Et selon votre observation, parmi les villes chinoises dans lesquelles EDF ont des projets de coopération, lesquelles ont le plus grand potentiel de se diriger rapidement vers la neutralité carbone? Alors ça, c'est une question très difficile. J'ai envie de dire que toutes les villes chinoises sont très mobilisées sur ces sujets-là. Après, si je dois citer un exemple particulier, qui va peut-être un peu au-delà d'ailleurs du périmètre simplement d'une ville, j'ai envie de citer Hainan, qui a, je pense, une conscience aiguë de la valeur de son patrimoine écologique, notamment parce qu'il est important, je pense, pour, on va dire, le développement touristique qui est très important sur l'île de Hainan. Donc il fait des choses très intéressantes en matière de planification globale et intégrée de leur avenir énergétique, en essayant d'utiliser au mieux les ressources locales. La province de Hainan aussi veut beaucoup capitaliser sur l'éolien maritime. À Hainan développe aussi de l'énergie nucléaire, notamment c'est là que se développent les premiers SMR, donc réacteurs nucléaires de petite taille, de sécurité, de sûreté passive, donc très prometteur pour l'avenir, et du coup à une taille adaptée à la taille de l'île de Hainan, au territoire. Et puis, dernier exemple que j'ai en tête pour Hainan, qui là concerne vraiment les villes, notamment Sanya, c'est une ambition très forte, plus forte même que dans le reste de la Chine, que Hainan s'est donnée, y compris pour ces villes, encore une fois, de développement de la mobilité électrique, avec l'ambition que dès 2030, il n'y aura plus de moteurs thermiques commercialisés et que la flotte sera entièrement électrifiée à cet horizon-là. Je pense que c'est très significatif, à la fois pour préserver le patrimoine écologique, améliorer la qualité de l'air et aller dans le sens d'une économie moins carbonée. Depuis longtemps, la Chine a profité du savoir-faire français dans la construction des centrales nucléaires, mais au fil des années, vos expériences accumulées en Chine et aussi votre savoir-faire développé ici peuvent-ils aussi servir à vos activités internationales? Alors, comme vous le dites, le partenariat d'EDF avec la Chine, il remonte à loin, d'où cette confiance importante qui existe, que j'évoquais un peu au début entre EDF et ses partenaires. Ça remonte, vous le savez, à la construction de la première centrale nucléaire chinoise à Daya Bay, dans la province du Guangdong, donc Daiyawan. Le parc nucléaire chinois, qui a maintenant à peu près la taille du parc nucléaire français, avec 52 ou 53 réacteurs en Chine, 58 en France, bon, c'est très similaire. Non seulement ils sont similaires en taille, mais ils sont similaires aussi en technologie. Donc ça, c'est l'héritage du passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intérêt pour les deux pays à échanger leur retour d'expérience d'exploitation, alors qui pendant longtemps a été plus dans le sens de la France vers la Chine, mais maintenant la Chine accumule aussi du retour d'expérience d'exploitation sur son parc. Donc il y a de l'échange, de retour d'exploitation dans l'autre sens aussi, et je pense que ces échanges est vraiment bénéfique pour les deux partenaires, et notamment pour la sûreté de leurs installations, et donc bénéfique pour les deux pays également.
Le partenariat au fil du temps s'est aussi élargi en matière de technologie. Donc au départ c'était le nucléaire, maintenant il couvre à peu près l'ensemble des grandes filières énergétiques non carbonées. Et puis comme vous le dites, notamment en matière d'innovation, la Chine est maintenant devenue un des lieux importants de la planète en matière d'innovation dans le domaine énergétique qu'on évoque depuis tout à l'heure, dans le domaine du digital aussi. Donc en résumé, en 40 ans, le partenariat, il s'est très largement diversifié et maintenant on peut dire qu'il fonctionne dans les deux sens. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.